Alors je ne reviens pas bien sûr sur les raisons politiques du retour de Louis XVI et Marie-Antoinette avec le reste de la famille royale à Paris le 6 octobre 1789. Je vais juste me placer par rapport au palais des Tuileries. Le matin du 6 octobre, tous les occupants du palais, plusieurs centaines, se réveillent, comme d'habitude, bien sûr dans un climat assez électrique, puisque les hordes de femmes avaient quitté Paris la veille pour Versailles, et dans l'attente des nouvelles. Les premières nouvelles de la nuit qui arrivent, c'est un coursier qui arrive de Versailles et qui annonce que tout le monde doit avoir déménagé en début d'après-midi, puisque un convoi de la famille royale s'ébranle de Paris, de Versailles, et qu'elle est de retour. Et qu'on estime à peu près 700 personnes qu'il faudra loger ce soir-là au Palais des Tuileries. Et que suit d'immenses convois, comme vous imaginez, avec des premiers éléments de mobilier, de textiles, d'ustensiles et de fournitures diverses. Donc c'est bien sûr un grand branle-bas-le-combat dont différentes sources témoignent pour venir permettre l'accès pour la famille royale au Palais des Tuileries. Donc ils arrivent par la Seine, au niveau de la place Louis XV, notre actuelle place de la Concorde, mais ils ne rentrent pas dans le jardin des Tuileries. Ils vont d'abord à l'hôtel de ville, en étant depuis Versailles, accompagnés par une foule très importante, qui suivant les étapes est plutôt haineuse, plutôt taiseuse, ou parfois également laudative. En tout cas, la famille est épuisée par tout ce qui se passe, et ils n'arrivent au Palais des Tuileries que vers 22h du soir, pour rentrer dans un bâtiment où tout a été en branle-bas-le-combat vidé. Les endroits sont assez sales. Depuis déjà plusieurs décennies, les planchers du premier étage sont en train de ployer, ce qui fait que tous les rez-de-chaussée sont étayés pour porter les structures, qu'il n'y a bien sûr pas du tout le mobilier, n'est encore arrivé ni installé, ni le confort de Versailles. Je vais juste vous lire un témoignage, celui de Pauline de Tourzel, qui est donc la fille de la gouvernante des enfants de France. Les enfants de France, je le reprécise, sont deux à ce moment-là. Donc Madame Royale, Marie-Thérèse, la fille aînée du couple royal. Et depuis quelques mois, il n'y a plus qu'un petit garçon, celui, donc le dauphin, le futur Louis XVII. Donc Pauline de Tourzel écrit qu'elle entre dans des appartements sans dessus-dessous, pleins d'ouvriers et d'échelles de tous les côtés. Les meubles les plus nécessaires y manquaient. Ce qu'on y trouvait était délabré, les tapisseries vieilles et fanées. Les salles étaient mal éclairées au moment où nous entrâmes. Tout respirait un sentiment de tristesse, en harmonie avec les impressions que nous rapportions de cette douloureuse journée. Et l'une des premières remarques du petit dauphin est de dire à ses parents que tout semble bien laid ici. Donc ainsi, le paysage est totalement donné. Je vous présente également donc une médaille commémorative qui a été réalisée à l'occasion du retour de la famille royale. Donc c'est la ville de Paris, vous voyez, qui présente à Louis XVI sa nouvelle demeure. Donc vous reconnaissez le pavillon central du Palais des Tuileries. Et l'inscription au verso de cette médaille est en fait une phrase de Louis XVI qui donc dit « J'y ferai désormais ma demeure habituelle ». Donc pourquoi s'installer aux Tuileries, puisque le palais était suroccupé, en mauvais état, qu'il n'y avait que l'appartement de la reine qui avait été restauré avec un aménagement d'un petit appartement d'attique pour le confort de Marie-Antoinette. C'est que, comme je vous l'avais indiqué, les Tuileries sont la résidence officielle du roi et de la reine à Paris. Au Luxembourg vit Monsieur, le frère du roi, qui rentre également, lui, dès le 6 octobre. Au Palais Royal, c'est bien sûr le palais du duc d'Orléans. Il n'y avait pas d'autre solution. Il s'agit donc maintenant de réaménager les espaces, de pouvoir les redistribuer pour convenir aux besoins de la famille royale dans sa composition de 1789. Donc voici la façade des Tuileries, côté jardin. Alors je pense que pour vous c'est écrit en tout petit, mais je vais vous demander de me faire confiance. Donc nous allons rester pour le moment sur la partie sud, qui est la partie la plus importante. Vous avez ici, au premier étage, en vert, la succession des pièces, tout d'abord ici de l'appartement de commodité du roi, et ici l'appartement de la reine. Donc bien sûr 2 appartements de plein pied, premier étage, ce qui est classique pour la distribution palatiale française. Louis XVI s'installe dans les pièces de son appartement de commodité. Je dis commodité parce que vous avez exactement de l'autre côté, côté cour, le grand appartement du roi, sur lequel je reviendrai, mais qui n'a qu'un rôle dans la vie officielle de l'étiquette et politique du monarque.
Marie-Antoinette, après avoir bien hésité, ne s'installe ni dans son appartement d'Attique, ici, au-dessus de son mari, ni dans son appartement qui était prévu à cet effet, le grand appartement de Marie-Thérèse. Elle va s'installer au rez-de-chaussée, ici, dans les pièces de l'ancien appartement du dauphin. Puisqu'en fait, le dauphin, lui, va vivre à l'étage, à la place de sa mère, avec sa sœur, Marie-Thérèse, Louis XVI souhaitant avoir ses enfants à proximité de plain-pied. Sous l'appartement de Louis XVI, donc au rez-de-chaussée du pavillon Bulan, sont aménagées des pièces pour le travail de Louis XVI, bureaux, bibliothèques, cabinets de géographie, cabinets de forge, qui sont progressivement mis en œuvre pour qu'il retrouve aussi le confort de ses divertissements et repos auxquels il est accoutumé à Versailles. La princesse de Lamballe, donc l'une des plus proches de la reine et qui la suivra jusque dans la mort, si l'on peut dire, s'installe au rez-de-chaussée du pavillon de Flore, tandis qu'au premier étage s'installe Madame Élisabeth. À l'opposé, au pavillon de Marsan, s'installent Mesdames, les deux tantes du roi survivantes. Au premier étage, Madame Victoire et au rez-de-chaussée, Madame Adélaïde. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que tout ce beau monde s'installe dans des appartements qui datent du règne de Louis XIV, à la fois dans leur volume comme dans leur ornementation, puisque lorsque les appartements avaient été loués, entresolés, voilà, les différents entresolements, cloisons, etc. ont été redémontés et sont organisés durant 3 mois, jusqu'en décembre 1789, de très nombreux convois de mobilier qui arrivent de Versailles, de Compiègne, de Choisy, de Fontainebleau et bien sûr du garde-meuble de la Couronne pour essayer d'améliorer l'installation de la famille royale sans non plus démeubler Versailles, puisqu'il y a encore une incertitude à ce moment-là sur les suites politiques qu'il viendra sur la résidence du roi. Il y a donc très peu de commandes de mobilier qui sont faites dans un premier temps. C'est uniquement des redistributions d'ensemble de pièces de mobilier auxquelles la famille est très attachée. Voici un autre plan qui existe pour tous les niveaux du Palais des Tuileries, qui date de 1789 et qui a été repris jusqu'en 1792. Vous avez donc le plan en haut du premier étage, en bas du rez-de-chaussée, où vous retrouvez l'économie d'ensemble que je vous ai évoquée tout à l'heure, avec à Flore, au premier étage, l'appartement de Madame Élisabeth, qui est suivi de l'ancien appartement de la reine où s'installent les enfants royaux, et ici de l'appartement de commodité du roi, où est installé Louis XVI. Vous avez en jaune toute la succession des grandes pièces d'apparat, le grand appartement du roi, la salle des Suisses, la chapelle, où va se déployer une partie du cérémonial de la vie de cour, puisque vous avez successivement, après ici, la salle des 100 Suisses, qui est la salle centrale, la salle des gardes, suivie de l'antichambre. Je reviendrai sur cette antichambre puisqu'elle va avoir une évolution très représentative de son nom, suivie de la chambre du lit, donc la grande chambre du roi, où le roi ne dort pas, mais où a lieu les cérémonies du lever et du coucher. Le grand cabinet du roi, qui va devenir le cabinet du conseil, où donc pendant 3 ans, Louis XVI va recevoir ses ministres, et la galerie, petite galerie, grande galerie, suivant les cas, qu'on appelle également galerie de Diane ou galerie des ambassadeurs. Vous avez juste en dessous, au rez-de-chaussée, donc les cabinets du roi, où le roi travaille, se repose dans des activités auxquelles il est très attaché, et l'appartement où s'installe Marie-Antoinette, au rez-de-chaussée, donc l'ancien appartement du dauphin, qui va être un appartement très important, puisqu'au-delà des pièces de la vie quotidienne de Marie-Antoinette, c'est vraiment les espaces, et je vais y revenir juste après, où la famille royale va se retrouver au quotidien pour vivre ensemble. Donc voici quelques exemples des pièces de mobilier qui vont arriver très rapidement dans les jours qui suivent l'arrivée de la famille royale. Voici par exemple l'une des 3 commodes de la pièce des nobles de la reine à Versailles, qui donc quitte cette pièce, non pas pour rejoindre l'appartement de Marie-Antoinette aux Tuileries, mais pour rejoindre la chambre de parade du roi aux Tuileries. Donc voilà une réorganisation complète, puisque même ce qui était rattaché à l'appartement de tel membre de la famille royale ne rejoint pas nécessairement son appartement à Paris. Les choses sont totalement redistribuées.
Voici un autre exemple d'un bureau plat qui avait été livré par Louis Marteau à Louis XV pour différents de ses cabinets, qui était également passé par Choisy, et que Louis XVI choisit pour rejoindre les Tuileries pour sa petite chambre à coucher, donc dans un appartement de commodité qui donne sur les jardins. Un autre exemple très différent, donc cette fois-ci c'est un meuble auquel Marie-Antoinette est très attachée, son coffre à bijoux qu'elle a reçu en tant que dauphine de Martin Carlin, qui est très connu, donc sur lequel je ne reviens pas, qui de même rejoint très rapidement les petites pièces de l'appartement de Marie-Antoinette. Autre exemple, le globe terrestre qui avait été réalisé pour l'éducation donc du premier dauphin, mais qui servira également pour le deuxième dauphin, qui quitte Versailles et qui est placé aux Tuileries pour le suivi de l'éducation, avec bien sûr le personnel des enfants de France et également pour les leçons que donne directement Louis XVI à son fils. Dernier exemple, mais qui est assez intéressant puisqu'il nous parle de deux temporalités différentes. Les ensembles de vases de la manufacture de Sèvres que Louis XVI avait fait installer dans sa grande chambre à Versailles, qui ornait la cheminée de la chambre. Il fait venir immédiatement la paire de vases à tête de lion qui rejoignent dès octobre 1789 sa chambre aux Tuileries. Donc cette fois-ci, il y a une solution de continuité. Tandis que l'autre paire de vases, cette fois-ci vases aux formes Médicis, qu'on appelle jardins en raison de leur ornementation, ne rejoignent les Tuileries qu'en 1791, lorsqu'on fait le constat que la famille royale restera longtemps, si ce n'est pour toujours, aux Tuileries, et qu'il y a là une réorganisation aussi des transferts de mobilier et de nouvelles commandes. Mais ces différentes questions d'aménagement, d'installation, amènent à un constat assez clair. Les Tuileries ne sont pas Versailles. Une fois que j'ai dit cela, j'ai l'impression d'avoir un peu enfoncé une porte ouverte, mais beaucoup d'éléments permettent de bien le comprendre. Les Tuileries, c'est une immense aile de plusieurs centaines de mètres, mais qui ne fait que 20 mètres de large. Vous êtes dans des espaces prévus pour la famille royale uniquement pour de grands appartements, puisque c'était à l'époque conçu pour être un complexe palatial assez vaste avec le Louvre. Le Louvre est en train de devenir un musée, il ne s'agit plus du tout de l'occuper. Donc on reste sur les Tuileries. Vous avez Madame Élisabeth, vous avez Mesdames, bien sûr il y a uniquement 2 enfants royaux. Vous avez la chapelle qui est très petite par rapport à la chapelle de Versailles. Vous avez l'impossibilité d'avoir des appartements, des petits appartements, des appartements de retrait, comme on avait à Versailles. N'oubliez pas que les petits appartements privés de Marie-Antoinette à Versailles qu'elle a quittés s'organisent sur plusieurs niveaux, si ce n'est 4 ou 5 quand on compte les différents entresols. C'est totalement impossible aux Tuileries. Que les pièces de réception, de cérémonie sont assez étroites. On n'est plus, Louis XIV l'a quitté en 1671, on n'est pas du tout sur le grand développement du grand appartement du roi qui avait été mis en œuvre à Versailles la décennie suivante et qui va régler toute la vie de cour jusqu'à 1789. Dernier élément, vous l'avez vu sur les plans que je vous ai montrés tout à l'heure, la façade des Tuileries côté cour du Carrousel est très mal surveillée, donne directement sur Paris, sur le quartier de cet endroit-là. Et du côté, en revanche, du jardin des Tuileries, vous n'avez pas de barrière par rapport au rez-de-chaussée. Vous êtes directement dans le jardin. Et le jardin est assez poreux aussi, donc aussi des questions de sécurité. Donc très rapidement, Louis XVI, qui se souvient qu'il y avait eu de grands projets quelques années auparavant, en lien avec l'opéra, pour agrandir, revoir tout ce quartier et voir développer les Tuileries, fait ressortir les projets, qui pour les Tuileries sont toujours que de très grandes lignes, on voit des nouvelles ailes, mais jamais du détail intérieur. Voici un exemple de ces évolutions de détail intérieur. Vous retrouvez le palais comme je vous en parle depuis tout à l'heure, avec le pavillon central. Ici, l'alignement de l'appartement aux loges Louis XVI et ses enfants, avant qu'on arrive ici au pavillon de Flore côté Seine. Et là, l'emplacement de la salle de spectacle. Dans ce projet, vous avez en noir, comme le veut la tradition architecturale de l'époque, les maçonneries subsistantes, en rouge, les maçonneries proposées. La salle de spectacle devient en fait une immense chapelle palatiale, qui reprend peu ou prou le modèle et le volume de celle de Versailles, même si là, elle est complètement en œuvre. Vous avez ici l'adjonction d'une grande galerie, qui fonctionne avec le départ qu'on voit ici naissant de nouvelles ailes, dont on ne connaît pas la distribution. Et vous voyez ici, à peine dessiné, en face de cette immense entrée, visiblement un très grand escalier solennel à deux rampes d'accès.
et puis une subdivision voilà, des appartements. Donc les projets sont importants, mais nous sommes en 1790. Voici deux autres exemples pour replacer aussi les Tuileries dans leur environnement général. Donc, les Tuileries dont je vous parle depuis tout à l'heure, où sont-elles exactement? Elles sont ici. Vous voyez que plus à l'ouest est bâtie une autre aile parallèle qui rejoint les Tuileries par trois petites ailes en retour, donc perpendiculaires, pour venir justement développer tous les espaces de cérémonie et développer la capacité d'avoir des appartements privés. Mais c'est un vaste complexe qui est en train d'être mis en œuvre, qui est concerté aussi bien par le pouvoir royal, l'Assemblée nationale, les différentes administrations, et les plus grands architectes du temps sont sollicités ou proposent également voilà, leurs différents projets pour faire du Louvre et des Tuileries une sorte de cité à la fois politique, administrative et des arts. Vous avez au Louvre le projet de muséum qui devient de plus en plus d'actualité. Vous avez ici l'agrandissement du Louvre avec l'installation de l'Assemblée nationale dans cette partie centrale, l'édification de nouveaux bâtiments qui permettent d'accueillir la bibliothèque du roi, les écuries nécessaires, les différents communs, et donc un palais des Tuileries développé. Un autre exemple qui en est très proche, mais cette fois-ci dû à l'architecte Denis Antoine. Vous avez donc toujours le Louvre, ici la salle des séances pour l'Assemblée nationale. L'opéra est ici renvoyé du côté de notre actuelle rue de Rivoli, au-delà du pavillon de Marsan. Et le développement des Tuileries est un petit peu sur le modèle de Versailles, avec, vous voyez, une grande galerie donnant sur les jardins, une sorte de nouvelle galerie des glaces, avec deux salons latéraux, au nord et au sud, qui font bien penser au salon de la guerre, salon de la paix de Versailles, et puis des ailes qui permettent de relier les Tuileries que nous connaissions. Mais au vu des évolutions politiques, il devient certain, comme je vous le disais tout à l'heure en prenant l'exemple des vases de la Chambre du Roi, que le pouvoir royal va rester aux Tuileries pour un temps assez long, si ce n'est permanent. Donc à partir de 1790 et début 1791, on n'est pas seulement à faire venir du mobilier complémentaire qui était en magasin, dans les magasins du garde-meuble, dans d'autres palais, mais on complète les éléments et on refait certaines salles. Donc, je vous donne ici quelques exemples. Pour le service du roi, son service de table, donc le service à fond lapis caillouté d'or, qu'appréciait beaucoup Louis XVI, qui avait donc fait venir aux Tuileries, et il a commandé à la manufacture de Sèvres en 1790 des pièces complémentaires. Je donne juste un seul exemple donc de cette paire de doubles salières qui sont donc livrées aux Tuileries, on ne sait pas précisément, en 91 ou 92. Autre exemple que je trouve très attachant, puisqu'on est directement relié au quotidien du roi, c'est son porte-montre, dû à l'ébéniste Riesner, qui est livré en 1790 également directement aux Tuileries et qui est aujourd'hui présenté dans l'appartement intérieur du roi à Versailles. De même, pour solenniser les espaces du grand appartement du roi, il a décidé de faire venir certains des guéridons porte-girandoles de la Galerie des Glaces, qui avaient été livrés en 1769. Et donc là, c'est les exemplaires par folio, qui étaient des porte-girandoles à figure d'enfant. Et donc une série est livrée aux Tuileries pour la grande chambre du roi, où a donc lieu les cérémonies du lever, qui est très réduit, je vous en reparlerai, et du coucher. Cette fois-ci, un exemple complètement différent, on part plutôt sur le quotidien. Vous voyez une table à écrire qui avait été livrée pour le service des enfants de France au Grand Trianon en 1782 et qui rejoint avec d'autres tables Paris. Et l'une d'entre elles est donc affectée au service direct de famille royale aux Tuileries, donc pour les pièces, sans doute, vu la typologie de mobilier, pour les pièces du rez-de-chaussée où vit la famille royale. Autre exemple, cette chaise du cabinet des jeux à Versailles, qui avait été livrée donc au tout début du règne de Louis XVI, qui rejoint cette fois-ci le cabinet du roi aux Tuileries, dans les grandes pièces de réception, pièces d'étiquette, et donc le cabinet du roi étant devenu le cabinet du conseil, où le roi donc reçoit les ministres et un certain nombre d'audiences. Je vais revenir sur ce point. Un dernier exemple pour montrer qu'on pense s'installer longuement aux Tuileries. Cet exemple va d'un lampe à bleu à dessin de cariatide. Comme vous le savez, le garde-meuble de la Couronne a régulièrement, même sans qu'il y ait des commandes particulières pour des appartements, des châteaux, faisait rentrer au garde-meuble différents coupons, différents ensembles de mobilier prêts à emploi pour ensuite, sur catalogue, permettre de répondre aux besoins de la Couronne. Voici un exemple d'un meuble qui avait donc été tissé en 85 pour Fontainebleau et qui a été retissé à plusieurs reprises et qu'appréciait Madame Elisabeth,
puisque vous voyez qu'il avait servi pour son cabinet à Versailles, pour son salon à Montreuil, et que Marie-Antoinette l'a commandé pour venir revoir l'ensemble du meuble de son cabinet intérieur, autre nom de son salon de compagnie, voilà, au rez-de-chaussée, là où vit l'ensemble de la famille royale. Enfin, je vous disais voilà, qu'on complète des ensembles existants. La couronne avait acheté en 1788 le mobilier du salon du comte de Vaudreuil, voilà, un mobilier qui avait été très remarqué voilà, à l'époque, mobilier de Georges Jacob. Et pour le compléter, pour permettre de mieux meubler le cabinet intérieur de la reine où se retrouvait la famille royale plusieurs fois par jour, des meubles complémentaires comme une paire de canapés avaient été commandés à l'ébéniste Sonnet. C'est donc dans cet environnement que va se déployer pendant 3 ans la vie de la famille royale, dans un contexte voilà, politique très particulier, sur lequel je reviendrai en dernière partie, que par rapport aux grands événements qui viennent scander la vie des Tuileries. Je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, des débats parlementaires et des évolutions politiques de ces 3 années, voilà, ô combien importantes, mais revenir sur ce qu'est le quotidien du palais des Tuileries et de la famille royale au sein de ce palais. À l'arrivée de la famille royale, dans les premières semaines, une fois que l'installation se fait, le but est de pouvoir recréer aux Tuileries la vie de Versailles. L'étiquette reprend son cours, tout d'abord de manière similaire, jusqu'à venir donner de nouveaux noms aux salles du palais. Ainsi, voilà, l'une des salles des gardes prend le nom de salle des Suisses, en lien direct avec les souvenirs versaillais. L'antichambre du roi, dans son grand appartement, est appelée antichambre de l'œil de bœuf, comme à Versailles, sauf qu'il n'y a pas le moindre œil de bœuf dans l'architecture de cette salle. C'est juste cette tradition, puisqu'à Versailles, on parlait juste de l'œil de bœuf, sans parler spécifiquement du fait que ce soit voilà, l'antichambre. Très vite, Louis XVI reprend aussi le rythme des audiences, des réceptions de délégations, qui peuvent aller aussi bien voilà, de ministres pénipotentiaires étrangers que de la famille d'un boulanger tué lors d'une insurrection, recevoir les femmes des Halles, recevoir une délégation de députés, etc. Exactement comme à Versailles, en les recevant dans le grand appartement du roi, qui donne donc au premier étage, lui, sur la cour. Ce rythme des visites va perdurer jusqu'à la chute de la monarchie. On a ainsi le témoignage du gouverneur Maurice, qui est le représentant des États-Unis, qui viendra jusqu'en août 1792, toutes les semaines, au Palais des Tuileries, rencontrer Louis XVI et assister à la vie quotidienne de la famille royale. Vous avez toujours, comme à Versailles, les cérémonies d'étiquette qui marquent la journée. Donc le lever, néanmoins, lui, est très simplifié. Mais vous avez tous les soirs le coucher du roi, auquel viennent assister des représentants de l'Assemblée nationale, de la Commune de Paris, de la Garde nationale, des visiteurs étrangers, des membres de la cour, bien sûr, les grands officiers en exercice à ce moment-là, etc. La famille royale également organise, comme à Versailles, tous les dimanches après la messe et les jeudis, les réceptions d'ambassadeurs et le dîner public du roi et de la reine, donc le roi en habit et la reine en habit de cour, dans la salle, dans la grande galerie de Diane. La reine organise ces 2 mêmes jours, le dimanche et le jeudi, ce qu'on appelle donc le jeu de la reine, et elle rajoute un 3e jour, le mardi, avec toujours voilà, une foule qui est présente. Les témoignages voilà, le confirment voilà, régulièrement. Très vite, Madame Elisabeth dit ainsi « La cour est rétablie ici presque comme autrefois. On voit du monde tous les jours. » Si vous lisez les témoignages très riches de Madame Campan, de Madame de Tourzel, vous retrouvez cette impression voilà, de vie de cour qui reprend. Mais c'est une impression, puisque derrière, vous avez la densité des événements qui ont lieu, la lourdeur du quotidien et l'anxiété de la famille royale, que vous retrouvez vraiment dans les témoignages de leurs plus proches, derrière cette reprise complète de la vie de cour. D'autres exemples, vous avez toujours au 1er janvier les fêtes du Nouvel An qui ont lieu à la cour, avec notamment la réception du Saint-Esprit qui a lieu en 1790 et 1791. De même, comme à Versailles, Louis XVI décide d'organiser la présentation des créations de la manufacture de Sèvres et d'organiser l'exposition annuelle, comme il le faisait à Versailles dans ses appartements. Il le renouvelle aux Tuileries. Vous avez ici voilà, un exemple avec son service mythologique qui est progressivement livré. Et en 1790, vous avez donc une livraison qui est présentée
aux Tuileries, quelques jours à la demande de Louis XVI, dont cette tasse à glace aujourd'hui dans les collections du château de Versailles. Autre exemple, les grands officiers de la couronne sont tous sollicités régulièrement, comme toutes les décennies précédentes sous l'Ancien Régime, pour bénéficier de différents privilèges de la vie de cour, comme l'autorisation pour pouvoir bénéficier des entrées de la chambre ou des entrées du cabinet. J'attire votre attention tout particulièrement sur cette attribution, puisque comme vous le voyez à la dernière ligne, elle est signée le 1er juillet 1792, donc nous sommes juste 40 jours avant la chute de la monarchie, et qu'elle est signée par Thierry, donc Thierry de Ville-d'Avray, qui est l'intendant du garde-meuble, mais qui n'est pas qu'intendant du garde-meuble. Il est le premier gentilhomme de la Chambre du Roi, et à travers ces deux missions, c'est l'un des grands officiers de la couronne qui est le plus proche humainement du souverain et qui l'accompagnera jusqu'au 10 août 1792, avant d'être lui-même massacré en septembre 92. Donc 3 mois après avoir signé cet ordre, où, comme vous le voyez, 2 inspecteurs du garde-meuble de la couronne, donc qui sont dans son administration, par son intermédiaire, ont sollicité auprès de Louis XVI les autorisations pour avoir les entrées de la chambre. Donc cette vie de cour, vous voyez, se poursuit malgré le contexte d'ensemble. Je ne peux pas manquer de vous présenter, bien sûr, ce tableau, dont un exemplaire est présenté, une copie dans l'exposition. Donc la messe de la famille royale aux Tuileries, d'Hubert Robert. Beaucoup de débats pour savoir de quand date exactement ce tableau, puisque suivant les périodes, la galerie n'était pas forcément accessible. À certaines périodes, les messes ont eu lieu à la chapelle, à d'autres moments dans la galerie, pas forcément parce que la chapelle était interdite et qu'on recentrait la famille au plus proche de leurs appartements, mais aussi parce que la chapelle avait eu des phases de travaux. Donc toutes ces questions sont un petit peu complexes. On imagine aujourd'hui qu'on est plutôt sur la messe de Pentecôte, 1791, juste quelques jours avant la fuite à Varennes. Vous retrouvez donc la famille royale. Vous avez ici à genoux, donc au premier rang, Madame Élisabeth, le dauphin. Comme nous sommes en juin 91, il est toujours dauphin, il n'est pas encore prince royal. Marie-Antoinette, Louis XVI, Madame royale. Des débats sur les 2 personnes que vous avez ici. Peut-être Madame de Tourzel et Monsieur de Tourbrezé. Et ici, il paraît assez certain aujourd'hui qu'il s'agit du marquis de Lafayette et de son épouse. Vous voyez ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure. Nous sommes dans ces grands appartements du premier étage, dans une économie d'ensemble qui est totalement Louis XIV, tel que les artistes missionnés par Levaux avaient aménagé ces espaces jusqu'en 1871, avec, suivant les salles, des peintures plafonnantes de Coipel, de Mignard, de Champaigne, etc. La vie de cour est également marquée par de grandes cérémonies. Vous avez ainsi, en septembre 1791, une grande fête de nuit, dont à ma connaissance il n'existe pas de représentation, qui a été organisée pour célébrer le serment constitutionnel que le roi vient de prononcer, certains diront enfin, et qui permet de mettre en œuvre la Constitution tant attendue par l'opinion publique pour la France. Donc le palais et le jardin sont ce soir-là, donc le 18 septembre 1791, totalement embrasés d'illumination. Et la famille royale, qui sort au premier étage sur les fenêtres, est acclamée par la foule présente. Donc l'allée centrale du jardin des Tuileries, je vais revenir après sur le jardin, est remplie de pyramides de lumière, et les différentes allées, les terrasses, les bassins sont éclairés d'innombrables lampions, donc vraiment les fêtes de nuit telles qu'on les entend sous l'Ancien Régime. Néanmoins, il y a derrière cette vie de cour, qui a des hauts et des bas, tout de même 2 éléments très importants à mettre en avant. Le premier, c'est que la famille royale est, dès octobre 89, de manière officieuse sous la surveillance des Parisiens, de manière physique et visible, sous la protection-surveillance, chacun peut choisir le terme, de la garde nationale. Une garde constitutionnelle dirigée par le duc de Brissac est mise en place, mais il y a des conflits permanents entre la garde constitutionnelle et la garde nationale, et la garde constitutionnelle finit par être dissoute, le roi étant protégé bien sûr par la garde suisse, mais étant également protégé et surveillé par les 600 gardes nationaux sous le commandement du marquis de Lafayette, qui sont en permanence autour du palais des Tuileries et à l'intérieur du palais des Tuileries et qui surveillent les différentes entrées, puisque progressivement, 2 choses sont mises en place.
la surveillance du jardin des Tuileries. Jusqu'à cette date, jusqu'au retour de la famille royale, tout le peuple parisien pouvait y accéder. Ce n'est à ce moment-là plus possible, ce n'est qu'avec des entrées qu'on peut y accéder. Entrées qui sont accordées aux membres de la Commune de Paris, aux députés, à la haute société et à certains corps de métier. Puisque à l'époque, voilà, les habits, on peut dire, faisaient le moine et que vous pouviez, voilà, à votre simple mise, être reconnu socialement et pouvoir accéder à certains espaces. Les accès du palais, eux, également, sont surveillés, notamment côté cour du Carrousel. La famille également, ne disposant pas d'appartements privés à Versailles, comme chacun en avait, s'est donc recentrée sur le rez-de-chaussée dans les appartements dévolus à Marie-Antoinette, où il se retrouve plusieurs fois par jour pour, bien sûr, l'instruction des enfants royaux, pour le soir des travaux, on va dire travaux d'aiguille de Madame Elisabeth et de Marie-Antoinette. Vous avez un exemple voilà, à l'écran de fragments de tapis qu'elles avaient commencé à réaliser pour la salle du trône du Palais des Tuileries, qui était prévue dans les nouveaux projets architecturaux. Elles n'achèveront bien sûr pas ce tapis, qu'elles poursuivront jusqu'au temple, et dont les fragments seront remontés avec la bordure que vous voyez ici, sous la Restauration, à l'instigation de Madame Royale. Mais également des espaces qui leur permettent de se retrouver pour les dîners, lorsqu'ils ne dînent pas au grand couvert, pour les soirées, notamment de lecture et de billard. Louis XVI se centrant sur le billard, il a donc 2 billards, un dans leurs petits appartements et puis un dans le grand appartement qui sert beaucoup moins, seulement pour les quelques soirées de jeu. En revanche, le billard des petits appartements sert au quotidien. Marie-Antoinette et Madame Elisabeth jouent avec Louis XVI, quelques autres proches aussi, pour lui permettre quelques délassements physiques dont il a besoin et dont il connaît un manque criant au fur et à mesure où les chasses se raréfient au fur et à mesure des périodes. Puisqu'en effet, à partir de 1791, il va y avoir une rupture très nette qui va s'esquisser, rupture avec le peuple de Paris et rupture avec l'Assemblée nationale, les deux étant bien sûr intimement liés.